On a beaucoup parlé du réseau déjà, avec l'UFE à l'instant. On a beaucoup parlé d'accueillir ces kilowattheures, ces térawattheures qui sont fabriqués par les parcs éoliens. Donc un petit regard croisé sur l'importance d'un réseau adapté à l'accueil des énergies renouvelables, d'un réseau européen pour le développement de l'énergie éolienne. Donc quelles sont les incidences? Revenir un peu sur les chiffres qu'on vient d'entendre. Quelles sont les attentes des développeurs? Comment régler les problèmes techniques et le réseau français peut-il s'adapter et soutenir cette transition énergétique? Pour répondre à ces questions, Dominique Maillard, qui est président du réseau de transport d'électricité, notre gestionnaire du réseau de transport 400 000 à 63 kV. Gilles Galéan, qui est directeur technique et membre du COMEX de RDF, Électricité Réseau de Distribution France. Et Jean-Baptiste Séjourné, que l'on retrouve, président de la commission éolienne du syndicat des énergies renouvelables. Alors, Jean-Baptiste Séjourné, réunion de vendredi dernier, 29 septembre, sur les schémas de raccordement, les fameux S3R ENR. Quid des conclusions du groupe de travail? Quid de l'arbitrage du ministre? Est-ce que vous avez ce qu'il faut pour travailler correctement et développer vos projets? Alors, de manière plus générale, avant d'arriver à votre question, je crois que la question du raccordement, elle est centrale sur l'évolution et le développement de l'éolien dans les mois et les années à venir. Je pense qu'il y a aujourd'hui une situation qui est un peu difficile, un peu compliquée. Je pense que les adhérents éoliens, tels que je peux le sentir, avaient dans l'idée que, à travers la mise en place des schémas régionaux de raccordement, ce qui se profilait, c'était finalement une situation qui, en toute hypothèse, allait être améliorée. D'une certaine mesure que la directive qui donnait un accès prioritaire au réseau pour les installations ENR allait se traduire par un plus. Et donc finalement, un plus vu d'un producteur, c'est un moins en coût, c'est des délais améliorés. Enfin, bon. Et la réalité, c'est que le développement des ENR, il s'inscrit dans le développement général des moyens de production, et que RTE et ERDF le préciseront. Il faut donner de la visibilité, il faut prévoir les choses longtemps à l'avance. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation où je crois qu'il y a 7 schémas régionaux qui ont été approuvés. Ce qui est vu des producteurs éoliens, c'est que finalement, il va y avoir, pour des nouveaux ouvrages, une quote-part qui va être fixée et qui va constituer un coût de production supplémentaire qui va être variable selon les régions. En Alsace, ça va être 0, mais l'Alsace n'a pas de potentiel de développement dans l'éolien. Et puis dans des régions, ça va varier entre 20 kg et 70 kg dans les différentes régions. Donc on l'évoquait ce matin, on est dans une situation où le développement est plutôt ralenti, quasiment à l'arrêt. Donc c'est quelque chose qui finalement inquiète la profession. Alors je pense que il y a ce groupe de travail qui est en cours. Il y a eu un certain nombre de réponses qui ont été apportées et qu'attendait la profession, notamment sur la souplesse. C'est-à-dire que, pour expliquer les choses un peu simplement, il y avait une attente, dans le schéma, on prévoit d'indiquer quelle est la puissance réservée sur différents postes sources. Et donc, il y avait une situation où, les schémas étant établis, finalement, sur des projets qui arrivaient, on avait une situation qui était, entre guillemets, à problème, parce que on devait se raccorder plus loin à 18 km parce qu'il y avait de la réserve. Donc il y a des évolutions qui ont été prises en compte pour trouver les solutions qui soient les plus optimales, les plus adéquates possibles. Mais je pense que s'il y a un message à passer pour ce qui est devant nous, c'est que je crois que le dialogue, qui a d'ailleurs commencé à s'engager entre le CER et ERDF, le CER et ERTE, il va devoir se densifier et s'approfondir. À la fois pour les projets, ça concerne principalement ERDF, je pense qu'il faut qu'il y ait un échange d'informations qui permettent de bien comprendre les choses, de savoir finalement quand un schéma régional a été fait, quelle était la situation de départ, qu'est-ce qui était prévu, qu'est-ce qui n'était pas prévu, qu'est-ce qui rentre dans les coûts, pourquoi on arrive à ce niveau de coût, et qu'une fois que les projets sont arrivés aussi, que sur tout ce qui peut faire les aléas du projet, les retards par exemple, qu'il y ait un niveau de dialogue qui soit plus élevé. Donc je pense que
c'est un sujet prioritaire pour les adhérents du CER. On a commencé à l'adresser, notamment avec un travail CER et ERDF. Je pense que c'est vraiment essentiel. Parce que sinon finalement, je vois des adhérents plutôt inquiets et je vois la nécessité de bien adresser les questions telles qu'elles se posent aujourd'hui. Alors côté RTE, juste un mot pour pas être trop long, je pense qu'on a un travail qui existe aussi entre le CER et RTE qu'il faut continuer à approfondir sur la vision des équilibres offre-demande, sur la manière dont le développement éolien et ENR en général doit être pris en compte. Bon, on a des exercices évidemment qui vont être lancés, qui vont être au cœur de ça, mais je pense d'avoir une vision partagée en fonction des orientations politiques telles qu'elles auront été arrêtées, telles qu'elles auront été définies, c'est aussi un élément essentiel parce que c'est ce qui peut donner la visibilité aux producteurs, aux investisseurs, c'est ce qui peut donner donc la visibilité aux fournisseurs, donc aux équipementiers, et donc c'est que de cette manière qu'on arrivera à faire fonctionner ce dispositif dans des conditions optimales. Alors si je comprends bien ce que vous venez de dire, c'est entreprise inquiète, problème de coût, problème de délai, mais on discute sur le terrain. On veut renforcer ce dialogue, à la fois, pas simplement en ayant un dialogue national, mais par exemple avec ERDF, on va identifier des régions pilotes sur lesquelles on va faire remonter des informations, surtout sur les trains qui n'arriveraient pas à l'heure, les difficultés qui pourraient être rencontrées, dans un cadre qui permette de parler de la vie réelle, du concret, et de voir comment on peut manager ça au mieux, chacun dans ses responsabilités, et notamment c'est vrai que la question des coûts, elle est centrale parce que aujourd'hui, déjà, on est dans un contexte où le développement est ralenti, les projets, des surcoûts importants impacteraient la capacité à atteindre les niveaux de rentabilité requis pour décider de projets. Et donc, c'est vraiment important que, dans le cadre de l'évolution du réseau, des règles du jeu qui sont fixées, on arrive à avoir à la fois des éléments d'information, parce que effectivement aujourd'hui il y a sans doute dans certains cas de l'incrédulité en disant pourquoi ça coûte si cher, comment est justifié, mais également de faire en sorte que la quote-part qui est prise par les producteurs, elle est relativement importante. Je crois en moyenne aujourd'hui c'est 85% des 80-85% des coûts des nouveaux ouvrages. Donc c'est vraiment une contribution très, très importante. Merci Jean-Baptiste Séjourné pour cette situation vue du côté des développeurs de projets. Gilles Galéan, vous êtes directeur technique de RDF. 94% des installations énergie renouvelable et donc de l'éolien sont raccordées via votre réseau. Et les développeurs de projets comptaient beaucoup sur vous pour pouvoir accueillir ces projets, accueillir les nouvelles capacités de production et accompagner le développement des filières. Ce n'est pas tout à fait la situation d'après ce que je viens de comprendre. Alors quelle est la position de RDF sur les problèmes de raccordement aujourd'hui? Alors déjà, est-ce qu'on pourrait raccorder... Ah, il me semble que mon micro marche bien là, vous m'entendez bien? Ok. Parce que quand vous l'avez rappelé, donc voilà, effectivement, la grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des ENR, que ce soit l'éolien ou le photovoltaïque, sont aujourd'hui raccordés sur le réseau de distribution. Puisqu'en moyenne tension sur le réseau de distribution, aujourd'hui, je pense notamment pour l'éolien, on peut accueillir jusqu'à des projets de 17 MW, dans la mesure où le réseau peut les accepter. Ce qui fait que ça nous conduit à une situation où aujourd'hui, il y a depuis cet été un peu plus de 7 gigawatts d'éolien raccordés, 1110 installations, et le photovoltaïque, lui, est autour de 280 000 installations et 3,5 gigas. Donc ça fait, quand on additionne avec les autres sources d'ENR, on arrive à peu près à 12-13 gigawatts raccordés sur les réseaux de distribution. Et finalement, dans des années assez brèves, on est parti dans les années 2006-2007. Et ce qu'on observe aujourd'hui concernant l'éolien, on est en léger tassement. Alors l'inflexion de cette courbe en haut est un peu faussée parce que la photo est en août et non pas en fin d'année. Mais c'est vrai qu'on est passé de 770 à 750 et puis on voit venir peut-être de l'ordre de 700 mégawatts cette année. Quand on regarde ce qu'on avait raccordé à l'été, 350 mégawatts, et quand on fait le point sur la file d'attente, au regard de ce qui en matière de délai devrait rentrer cette année, nous on estime autour de 700 mégawatts à nouveau cette année. Donc
Une des difficultés que nous avons et que nous avons parfaitement identifiées, notamment dans les travaux avec le SER, ce sont notamment les délais de raccordement. Puisque le constat que nous faisons ensemble, c'est que depuis 2 ans, le délai moyen de raccordement d'un gros site éolien est passé en gros de 20-22 mois à 30 mois. On a pris une dizaine de mois en 2 ans. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne parle pas à périmètre équivalent. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du développement de l'éolien, cet éolien est essentiellement raccordé sur les réseaux moyenne tension. Et sur les réseaux de moyenne tension, par l'objet de départs moyenne tension dédiés. C'est-à-dire que ce sont des ouvrages sur lesquels on ne trouve que de la production. Il n'y a pas un mélange production et consommateur, puisqu'au vu des puissances à écouler, on est sur des ouvrages dédiés vers des postes sources qui parfois même sont dédiés. Donc ce qu'on peut observer dans cet allongement, c'est que par rapport à il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, on peut considérer malgré tout qu'un certain nombre de sites, je mets des guillemets, mais qui sont les plus avantageux, donc où il y avait de la place, où il y avait du vent, où il y avait des réseaux à proximité, ont d'abord été ceux sur lesquels les producteurs sont venus investir et installer leur production éolienne. Donc petit à petit, au fur et à mesure de la montée en puissance de cette production, effectivement, on arrive sur des sites où là, le réseau n'est pas dimensionné pour accueillir. Et donc au fur et à mesure, donc, les coûts de raccordement vont augmenter, puisqu'ils vont entraîner, ce qui n'avait pas forcément le cas il y a 3-4 ans, on va entraîner des créations de postes sources, par exemple. Alors tout à l'heure, on parlait des SRCAE et des S3R ENR. Nous semble-t-il, un des freins possibles au développement de la filière aujourd'hui, c'est en particulier que lorsqu'il n'y a pas la capacité d'accueil, et qu'il y a des ouvrages conséquents à mettre en œuvre et notamment à raccorder au réseau de transport, le premier demandeur va financer ces ouvrages. Donc ça, c'est un frein, c'est une barrière d'entrée. Avec le développement des SRCAE et des S3R ENR, dont on voit là, j'en dirais 2 mots, l'avancement au niveau administratif à travers toute la France, en fait, il y a cette quote-part mutualisée qui est en fait le coût des infrastructures, telles que sous la responsabilité de RTE et avec l'appui de l'ensemble des gestionnaires de réseaux de distribution. Donc c'est le coût des infrastructures mutualisées, donc la part des ouvrages transport et postes sources de distribution, qui vont être nécessaires en fonction des besoins que le politique, l'autorité, le président de région et le préfet de région, donc ont défini, ont localisé, ça c'est le SRCAE, il appartient ensuite à RTE, au GRD, de dire, au regard de ces besoins tels qu'exprimés et localisés, voilà les ouvrages d'infrastructure qu'il faut mettre en œuvre et voilà où il faut les mettre. Et c'est ça qui conduit donc à ce qu'on appelle demain, déjà pour les premiers S3R ENR en place, la quote-part mutualisée. Un exemple, on est aujourd'hui au Havre, en Haute-Normandie, on est dans un SRCAE qui a été approuvé, je ne l'ai plus d'ici, mais ça doit être au mois de mars, il me semble, de cette année. Donc ça veut dire que RTE a engagé derrière la consultation sur le S3R ENR. De mémoire, sur la Haute-Normandie, aujourd'hui, il doit y avoir 350 MW de ENR qui sont raccordés. Il y a un S3R ENR qui prévoit 2 scénarios. Il y a 2 scénarios, un éolien bas, un éolien haut. En gros, on devrait passer de 350 MW à quelque chose autour de l'ordre de 1200 à 1500 MW à l'horizon de ce plan. Et quand on regarde en face quels sont les investissements d'infrastructures nécessaires pour absorber cette puissance supplémentaire dans les 2 scénarios, on arrive autour de 10 à 15 millions d'euros en additionnant les ouvrages RTE et puis ceux du distributeur. Et ce qui va conduire ensuite, suivant les scénarios, donc à une quote-part mutualisée pour tous les producteurs qui vont s'intégrer dans le cadre de ce schéma haut normand, les producteurs supérieurs à 36 kg, on va arriver à une quote-part qui sera de l'ordre de soit 12 euros du kilowattheure, soit 15 à 16 euros du kilowattheure, suivant les 2 scénarios. C'est ça la quote-part dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, ce qu'il faut savoir par rapport au coût, bien évidemment, ces infrastructures sont dimensionnées et calculées en excluant d'emblée tout ce qui était remise à niveau des réseaux déjà identifiés de par les schémas directeurs, les contraintes préexistantes. C'est-à-dire, pour lever tout de suite une question que vous ne m'avez pas encore posée, mais c'est qu'est-ce qu'embarque le dimensionnement de ces réseaux? On a d'abord un point zéro qui est fait, c'est déjà le cas aujourd'hui sur des devis de raccordement de producteurs, et donc s'il y a des contraintes préexistantes à l'arrivée des producteurs sur un réseau, ces contraintes ne sont pas prises dans le cadre du financement auquel est soumis le producteur. J'ai pas bien compris le 12 à 15-16 euros par kilowattheure que vous venez de nous En fait, donc je prenais l'exemple d'un S3R ENR qui est celui de la Haute-Normandie. C'est par kilowatt ou kilowattheure? Oui, mais après vous pouvez aller
vous pouvez aller en millions d'euros par gigawatt. D'accord. D'accord, ok. Oui, oui. Alors, le CER nous parlait de dialogue sur le terrain. Comment ça se concrétise? Vu de votre côté, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on avance? Et en quoi consiste votre projet Ventea? Alors, sur les travaux engagés avec le CER, donc on a identifié, donc le CER a fait une enquête auprès de ses adhérents en vue de recueillir d'un point de vue qualitatif une appréciation entre, je crois, 0 et 10, d'un certain nombre de phases dans les relations avec ERDF. Et donc, à partir de là, nous avons commencé à travailler sur cette enquête, identifier deux chantiers prioritairement. L'un qui est de s'attaquer ensemble à comment réduire le délai entre l'acceptation de la date T0, à un moment où le dossier est considéré complet de par le dossier remis et validé par ERDF, jusqu'à la mise en service et en exploitation des ouvrages, celui qui aujourd'hui est autour de 30 mois et qui a dérivé d'une dizaine de mois depuis 2 ans. Donc c'est comment réduire ce délai, sachant que quand on le décortique phase par phase, on constate qu'en gros il y en a les 3/4 qui sont du côté de ERDF et 1/4 du côté du producteur. Donc on a décidé de lancer un chantier. Tout à l'heure on l'a dit, ça ne sera pas au niveau national. Il y aura 2 régions pilotes qui sont la région Méditerranée et la région Est, qui vont travailler entre les représentants de ERDF en région qui font ces études et qui travaillent sur cette filière et les producteurs en région, en vue de prendre chaque séquence et de regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour la diminuer. Et le deuxième point, c'est de travailler sur la capacité à anticiper, ou en tout cas à s'informer dès lors qu'il y a un dérapage qui survient dans un des programmes, en vue de ne pas mettre l'autre partie en difficulté, et donc là, être beaucoup plus en veille et en capacité de dire, parce qu'au-delà des délais qui sont gênants, ce qui est encore plus gênant, c'est de ne pas être informé d'un dérapage dans ces délais. Et donc de travailler sur ce point-là. Donc on a 2 régions pilotes. L'idée, c'est de faire un point dans quelques mois avec le SER. Et puis, si on en trouve, et on l'espère tous, des conclusions assez satisfaisantes, on les proposera ensuite à l'ensemble des producteurs dans un comité de coordination avec les producteurs que nous menons. Alors, on va demander les images. Alors, quelques mots sur Ventea, parce que, bien évidemment, enfin, on le dit, pour le distributeur, donc les réseaux qui accueillent 94% de la production décentralisée, ces réseaux n'ont pas été conçus à l'origine pour cela. On avait des flux descendants, on partait de RTE, on prenait l'énergie dans les postes sources, et puis par des tensions décroissantes, on finissait au branchement du client. Et toutes nos règles d'exploitation des réseaux, nos règles de planification, de construction, sont basées sur cette logique-là. Effectivement, maintenant, on est confronté à des choix technologiques un petit peu plus subtils à mettre en œuvre, que ce soit par la production décentralisée, que ce soit demain par l'arrivée des véhicules électriques. Donc, un travail que nous avons engagé, c'est d'être très participatif au niveau des projets d'avenir, donc et des démonstrateurs retenus par l'ADEME autour de ce qu'on appelle les réseaux intelligents. Et il y en a un plus particulièrement qui est centré sur l'énergie éolienne, qui s'appelle Ventea. Alors Ventea, comme voir l'énergie naturelle transformer l'exploitation d'électricité dans l'aube. Donc c'est un démonstrateur à fort enjeu pour nous et pour toute la filière, je pense. Qu'est-ce qu'il y a sur place? Il y a 2 sites éoliens. En l'occurrence, le producteur qui est implanté là et qui est associé à ce démonstrateur, c'est Enel Green Power France qui est associé. Il a 2 sites, un de 12 MW, un de 6 MW, un sur un départ dédié, ça veut dire un départ moyenne tension direct d'un poste source, et l'autre, celui à 6 MW, qui est sur un départ avec, on dit mixte, parce qu'il y a des clients qui sont raccordés. Il y a un transformateur, il y a un poste source. Dans le périmètre, il y a 130 postes de distribution et puis 6000 clients. Et on est à l'est de Troyes, dans l'Aube qui est le 3e département en termes d'implantation des éoliennes. Ce démonstrateur donc réunit une dizaine de partenaires. Si on peut voir la slide suivante. Je ne vais pas tous les citer, mais bon, c'est un large partenariat, 10 partenaires. Budget 23 millions et demi d'euros. ERDF en adresse quasiment la moitié et à ce titre est le coordonnateur de ce programme. Alors qu'est-ce qu'on en attend très précisément? Ce qu'on en attend, c'est de travailler dans les 2 ans qui viennent, et un certain nombre de lots, on commence déjà à produire des résultats. C'est comment créer les conditions favorables pour intégrer de façon efficiente l'énergie éolienne, en passant d'une gestion qui est aujourd'hui statique du réseau moyenne tension à une gestion plus dynamique. Une gestion statique, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour les réseaux de distribution, les sites éoliens, quelles sont les sources d'attention que nous leur portons? On peut parler de flicker, on peut parler d'harmonique, on peut parler de
perturbation du signal 175 Hz, les heures pleines et les heures creuses. Mais surtout, le point d'attention pour nous, c'est la tension. C'est la tension sur la zone, puisque suivant les écarts qu'on va observer entre des moments de production élevés et de consommation basse, nous, ce qu'il faut qu'on arrive à maîtriser en permanence, c'est les niveaux de tension. Et ce qu'on craint, ce sont des tensions trop élevées, qui vont conduire ensuite à des automatismes ou pas de fonctionnement du réseau. Et donc, l'enjeu de 21, c'est d'expérimenter et de développer des processus industriels qui vont permettre de régler la tension de manière très dynamique. On y travaille d'une part sur le réseau. Ça veut dire qu'on est en train d'expérimenter de nouveaux types de capteurs qui vont permettre à tout moment de connaître la tension d'un point du réseau et à partir de là d'ajuster la loi de commande au poste source. Et on y travaille avec le producteur dans une loi de commande un peu plus originale où on expérimente avec Enel Green Power un asservissement de son réactif sur le niveau de tension. Et de la combinatoire des deux, on en attend demain beaucoup plus d'efficacité et de souplesse en gestion de la tension, et donc à terme, une diminution des coûts d'intégration des éoliennes, puisqu'on pourrait ne pas renforcer le réseau comme on le fait aujourd'hui dans certains cas, en jouant sur des réseaux plus intelligents, des capteurs beaucoup plus dynamiques, qui permettent d'ajuster en temps réel, ce qui est pour nous le plus important, le niveau de tension. Ça, c'est votre job, régler le niveau de tension, contrairement à RTE qui se trouve à côté, qui lui va s'occuper plus de la fréquence et au niveau de toute la plaque européenne. Ce que vous êtes en train de dire, Gilles Galéan, c'est que finalement, grâce aux éoliennes, on va pouvoir peut-être injecter du réactif sur le réseau, on va pouvoir peut-être améliorer dans certains coins le réseau. Non, on pourrait le avec dire de l'électronique de non, puissance. Je suis sûr qu'il y a Enercon dans la salle. Lui, il dit, moi, avec mon électronique de puissance, je peux vous améliorer un peu. Ce qu'on expérimente sur 21, donc avec le producteur, donc, c'est de le faire participer, lui, au réglage de la tension en ajustant donc, son émission de réactif. Et pour l'instant, les premiers résultats sont très satisfaisants. Alors après, on travaille sur les paires, sur l'automatisation, sur la combinatoire. Ce qu'on peut rajouter sur 21, c'est quelque chose aussi de très intéressant dans cette expérimentation, c'est qu'on a également du stockage. On est avec un partenaire qui est Saft et on expérimente à côté des deux sites de ce producteur un stockage d'une capacité, je crois que c'est de 2 MVA à 30 minutes, en vue d'aller au bout de cette logique-là d'intégration de cette énergie éolienne et en voyant comment un stockage sur place peut s'intégrer dans la chaîne technique et surtout dans la chaîne de valeur et la chaîne économique du produit. D'accord, ça reste gentillet quand même. Vous dites 2 mégawatts, une demi-heure, donc 1 mégawattheure, ça va pas... Et vous n'avez pas vu les prix de ces stockages-là. Ah oui, c'est à l'heure où on le vend. Le prix du stockage ou le prix du mégawattheure que vous allez stocker à 19h le soir au mois de février? Pour l'instant, il n'a pas de prix, celui-là. Il n'y a pas d'économie de ce type de stockage pour l'instant. Alors, c'est intéressant parce qu'en vous entendant parler, on a l'impression que techniquement, le développement de l'éolien, vous êtes prêt à étudier plein de possibilités, plein de solutions, et tout naturellement, vous avez glissé vers le stockage. Pour mémoire, quand on a développé très largement le parc électronucléaire français, parallèlement, on a développé les STEP, les grandes STEP qui ont été installées, parce qu'on avait bien besoin de glisser et d'obtenir ce ruban. On est en train de développer un programme électro-éolien, appelons-le comme ça, et tout naturellement, vous vous remettez à parler du stockage. Donc on a l'impression qu'il y a d'un côté tout l'aspect technique des choses, où vous êtes prêt à y aller, à trouver plein de réponses, plein de solutions, et puis de l'autre côté, ce qui était évoqué tout à l'heure, des problèmes de coûts, des problèmes de délai. Moi, j'ai entendu parler de développeurs qui ont agrandi en A3 et encadré dans leur salle d'attente les propositions techniques et financières que vous leur avez envoyées en disant mais c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on va faire de l'éolien. Donc comment on va trouver le juste milieu là? Comment arriver à résoudre l'inversion des flux dans un réseau qui n'était pas fait pour ça, sans pour autant faire tout payer par ces arrivants qui sont là. De toute façon, il aurait fallu l'étendre, renforcer votre réseau. Il aurait fallu le remettre à niveau dans certains coins. Les collectivités locales vous le rappellent. Donc comment on va faire? Mais vous ne m'avez pas écouté tout à l'heure. Le producteur aujourd'hui ne supporte absolument pas une remise à niveau du réseau. Tout ce qui est inhérent à la qualité de la fourniture de ce réseau, à son état de modernité ou de vétusté dans certains cas, à sa capacité à transiter les énergies les consommations appelées par les consommateurs. Tout ça aujourd'hui n'est pas facturé aux producteurs. On parle bien d'un écart marginal lié à l'intégration d'une production dans un réseau qu'on considérait remis à niveau. Il est exclu de facturer aux producteurs une remise à niveau de ce réseau. On parle bien des
surcoût, je mets des guillemets autour du surcoût, lié à l'intégration de puissances à évacuer qui ne sont pas compatibles avec les lignes existantes, voire avec les transformateurs dans les postes sources, et qui vont donc amener des créations de nouveaux transformateurs, de nouveaux postes sources, de nouveaux départs moyenne tension. Mais c'est en aucun cas une remise à niveau du réseau. Ces ouvrages sont faits de par l'intégration de la production. Alors juste une dernière question. Le développeur qui arrive et qui est obligé d'investir dans un poste source, par exemple, enfin, ou en tout cas d'investir lourdement, il peut mutualiser ça, il peut en faire bénéficier les suivants. On réfléchit à ça. C'est les S3R ENR que vous êtes en train de décrire. C'est-à-dire qu'il ne va plus financer, c'est que la quote-part va être partagée. Mais en tout cas, il n'y a pas de droit de suite sur le premier investisseur aujourd'hui. C'était la question. Dominique Maillard, président de RTE, notre gestionnaire du réseau. Normalement, vous n'êtes pas concerné par tout ça. Vous laissez vos collègues de RDF s'en occuper à 94%. Mais partant du principe qu'en électricité aussi, les petits ruisseaux font les grandes rivières, nous a dit Kirchhoff, il y a une incidence sur votre réseau. Vous devez prévoir des renforcements et des extensions. Donc comment est-ce que vous voyez arriver ce développement de l'éolien ? Oui, bonsoir. Merci Philippe, bonsoir à tous. J'ai moins 6 minutes pour vous permettre. Non, vous avez 9 minutes. Ah bon, Ils m'ont remis 9 minutes sur le timing. Bon, alors effectivement, en termes de raccordement, ce sont nos collègues qui sont en première ligne. On l'est aussi pour, par exemple, l'éolien offshore, puisque là, il va être raccordé directement à la haute tension. Puis il y a quelques installations fermes éoliennes de haute part. Mais c'est vrai que l'essentiel, et notamment tout le diffus, se trouve auprès de la distribution. Mais comme vous l'avez dit, ces flux, ils se concentrent. Certes, une partie est autoconsommée, mais plus on massifie, moins la part de l'autoconsommation est importante arithmétiquement. Et donc, tout ceci se retrouve à un moment ou à un autre sur le réseau de transport qui, dans certains cas, a les capacités d'accueil suffisantes, et on les rend d'ailleurs publiques, elles sont accessibles sur notre site Internet, et dans d'autres cas, elles ne sont pas suffisantes. Quand on fait la somme de toutes les ambitions qui sont déclarées à l'occasion des schémas régionaux air, énergie, climat, on arrive à presque le double des objectifs initiaux de ce qu'on appelait encore, mais je crois que c'est plus très à la mode, Grenelle. Donc, il y a effectivement des besoins de renforcement de réseau, et il y a aussi le besoin d'organiser une plus grande fluidité dans la circulation de l'électricité. Je m'explique. J'ai un peu entendu à la table ronde déjà un débat sur ce sujet. Les énergies renouvelables et les éoliennes comme d'ailleurs le photovoltaïque, mais même si aujourd'hui on parle des éoliennes, elles sont intermittentes. C'est ni un défaut, ni une qualité, c'est une caractéristique. Et cette intermittence, elle doit être conciliée avec la variabilité de la demande, qui ne date pas non plus d'hier, mais qui répond à d'autres facteurs, facteurs diurnes, diurne-nocturne, le facteur saisonnier, la place du jour. Donc, comment peut-on accommoder cette intermittence et cette variabilité ? Il y a 4 grandes méthodes, je vais les citer un peu en vrac. Il y a effectivement le stockage, ce serait l'idéal, parce qu'on stocke l'électricité tant qu'on n'a pas besoin et on la restitue quand on a besoin. Le mieux d'ailleurs, ce serait un stockage également diffus, parce que si c'est pour aller stocker l'électricité dans des barrages en Suisse, il faut quand même la transporter et la récupérer. Donc, l'idéal, ce serait effectivement un stockage diffus. Il y a des travaux, il y a des expérimentations sur le sujet. La deuxième méthode, c'est de ne pas considérer comme une fatalité que la demande soit rigide, ou tout au moins qu'elle réponde à ses propres paramètres. C'est toute la philosophie, ça a été évoqué, des réseaux intelligents, des smart grids, c'est-à-dire faire en sorte que la demande, les fameux consommateurs, ce mot magique, soit aussi partie prenante à cet équilibre. La troisième méthode, c'est de développer des capacités de production de compensation, ce qu'on appelle parfois le backup, d'où d'ailleurs les inquiétudes qui étaient exprimées par Robert Durdy, quand on voit que ces moyens disparaissent, ils disparaissent des cartons, mais dans certains cas disparaissent physiquement. Et puis le quatrième moyen, c'est de renforcer les réseaux de transport, parce que ce serait quand même bien le diable si on produit de l'électricité quelque part en Europe, qui n'est pas un autre endroit où on en consomme. Je rappellerai que la somme des puissances souscrites, enfin pas souscrites, la somme des puissances appelées sur le réseau continental, c'est 800 000 mégawatts. C'est colossal. Et ce réseau est interconnecté. Ça veut bien dire que si on produit à un endroit où, à un moment donné, cette production est optimale, parce qu'il y a du vent, du soleil, on trouvera bien un point pour acheminer cette électricité en Europe où elle sera consommée. Donc, l'interconnexion des réseaux, c'est aussi un facteur de flexibilité considérable. D'autant plus considérable que les flux
intermittents sont croissants. Il faut savoir qu'en Allemagne, cet été, en l'espace de 12 heures, c'était entre le milieu de la journée, où il y avait du soleil, oui, ça arrive, il y a du soleil en Allemagne, et du vent, il peut y avoir les deux en même temps, et le milieu de la nuit, où par définition il n'y a plus de soleil, il peut ne plus y avoir de vent, il peut y avoir des écarts de 30 000 MW. Et 30 000 MW, il n'y a aucun moyen de stockage, il n'y a aucune procédure de demand-side management, il n'y a aucune procédure de backup à cette échelle rentable, efficace qui le permette. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est le réseau. Ou faire dormir les gens. Oui, ou arrêter les éoliennes. Ce que d'ailleurs nos amis allemands ont été amenés à faire. Mais qui n'est pas une solution très rationnelle à partir du moment où on a fait l'investissement. Donc, les réseaux sont un instrument de flexibilité considérable. C'est aussi un instrument d'optimisation. Un chiffre que j'aime bien citer. Si tous les Français voulaient, évidemment c'est un rêve, ou un mirage, voulaient se doter de leurs propres moyens de production, à supposer d'ailleurs qu'ils aient la place dans leur jardin, sur leur toit, etc. Savez-vous quelle serait la puissance qu'il faudrait installer chez chacun d'entre nous? Bon, en première approximation, ça devrait être une puissance égale à la puissance que nous avons souscrite, puisque c'est celle qui nous permet de faire fonctionner notre téléviseur en même temps que notre machine à laver et de nous éclairer convenablement. Eh bien, la somme des puissances souscrites en France, elle est de 400 000 MW. Grâce au réseau de distribution d'abord, réseau de transport, et aux interconnexions, on peut ramener ces besoins de pointe à 100 000. Alors, d'accord, tous les moyens ne sont pas disponibles, en fait, il y a 125 000 MW. Donc, c'est un facteur 4 ou 3. Grâce au réseau, on peut réduire les besoins, on les divise par 3. Et grâce à la maîtrise de la demande en Allemagne, alors qu'ils sont plus nombreux que nous, ils ont ramené à 80. Oui, mais oui, il y avait une question intéressante d'ailleurs que vous avez posée, vous n'avez pas vraiment eu de réponse en disant bon, les Allemands sont moins thermosensibles pour la consommation d'électricité, mais ils sont thermosensibles pour la consommation de gaz. Donc, quand il fait froid, ils regardent attentivement quand même du côté Gazprom. Donc, il y a toujours une vulnérabilité. En France, elle est accentuée, c'est indéniable, liée au développement du chauffage électrique. Il ne faut pas le nier, il faut le reconnaître. J'ai entendu aussi à la table ronde, décidément, il y avait beaucoup de choses très intéressantes. À un moment, on a dit, regardez, la France, un certain nombre de nos capacités de production sont sous-employées pendant 3 mois de l'année. Bon, au passage d'ailleurs, on les utilise pour exporter. Et puis, pendant l'hiver, on doit importer. Pour moi, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire justement qu'on a un système dans lequel on optimise. Si on voulait ne pas importer pendant ces périodes de pointe, il faudrait par construction se doter d'une puissance au moins égale à cette puissance-là. Et on a importé en février 2012, dans la dernière grande vague de froid, environ 8000 MW. On n'était pas très loin d'ailleurs des capacités maximum d'importation. Mais pour avoir la disponibilité de ces 8000 MW, il aurait fallu sans doute en installer 10 000, qui n'auraient finalement été utilisés que quelques centaines, peut-être même dizaines d'heures dans l'année. Donc c'est quand même aussi un avantage économique considérable de pouvoir acheter, pour autant évidemment que nos voisins aient des capacités. On a acheté de l'électricité qui était peut-être produite par de l'éolien, par du thermique classique, mais ça s'est fait aussi en évitant d'avoir à construire sur notre territoire des capacités de production qui finalement auraient été très largement sous-employées. Alors on est au cœur d'une plaque électrique européenne. On a grosso modo, vous venez de dire 8, moi j'étais plutôt dans les 13 gigawatts d'interconnexion répartis sur 45 points. Bientôt 15 avec la transpyrénéenne, donc sur 46 points. On a 63 gigas de nucléaire. On est coincé entre 2 grands pays éoliens, l'Allemagne et l'Espagne. On est puissant électriquement, mais est-ce qu'on est souple? Est-ce que la réactivité du réseau a évolué depuis 12 ans qu'on fait de l'éolien en France? Effectivement, elle évolue, ou elle progressera, comme je vous le disais, à la fois à la lumière des investissements à l'intérieur du réseau français. Il y a encore des goulots d'étranglement. Je ne parle pas uniquement des régions qui sont traditionnellement évoquées quand on parle de sécurité d'approvisionnement. Je pense à Bretagne, à PACA. Mais il y a aussi, on n'est pas sur une plaque de cuivre. Ce sont des câbles qui ont des capacités limitées en termes de capacité de transit. Donc, une grande partie de nos investissements consiste à fluidifier ces transits
et aussi à renforcer les interconnexions. Alors, vous avez raison d'évoquer ces chiffres. Il faut savoir que la capacité à l'exportation est supérieure à la capacité à l'importation. Ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit que ça passe quand même par les mêmes câbles. Simplement, ce qui compte, ce n'est pas uniquement la capacité à la frontière, c'est ce qui est en amont ou en aval. Si vous me permettez une image hardie, il ne suffit pas d'avoir des autoroutes à la frontière si elles se terminent ou si elles commencent par des chemins de terre. Il faut donc dégoulotter ces investissements. Et le fait est, ça dépend des investissements qui sont faits chez nous et chez nos voisins immédiats. Et donc, pour l'instant, effectivement, on peut exporter plus qu'on ne peut importer, et ça dépend d'investissements à réaliser chez nous et chez les voisins. Les capacités, pour répondre à votre question, oui, elles se sont accrues. Nous avons fait une simulation à partir des différentes hypothèses. On intégrera aussi, bien sûr, les travaux sur la transition énergétique. Notre estimation, c'est qu'il faudrait dans 15 ans, bon, en gros, à l'horizon 2025-2030, doubler la capacité d'interconnexion. Alors cette capacité, vous avez cité les chiffres, bon, elle est, on va dire, l'ordre d'une douzaine de milliers de mégawatts. On peut se dire, bon, c'est pas la mer à boire. Le seul problème, c'est que faire 12 000 mégawatts d'interconnexion en 15 ans, si on regarde dans le rétroviseur et si on regarde ce qu'on a fait dans les 15 dernières années, on a fait 5 000 mégawatts. Et non sans mal. Certains d'entre vous ont peut-être en tête l'épopée de la liaison France-Espagne, France-Italie, etc. Donc le défi majeur que nous rencontrons et que rencontrent d'ailleurs nos collègues européens, je crois que l'idée qu'il faudra plus de réseaux pour satisfaire la transition énergétique, c'est une idée qui maintenant s'est répandue. Bon. Encore une fois, les réseaux ne sont pas la seule solution de flexibilité, mais c'est une solution accessible et c'est une solution qui peut être de l'ordre de grandeur nécessaire. Bien sûr, ça coûtera de l'argent, mais bon, je devrais vous amener à devoir sortir le mouchoir. En disant, bon, pour moi, le hic, il n'est pas dans les centaines de millions ou milliards d'euros si on raisonne sur 15 ans. Bon, on peut toujours jouer à se faire peur en multipliant par 15. C'est plutôt dans la faisabilité de ces ouvrages, c'est-à-dire est-ce qu'on trouvera réunies les conditions d'acceptation pour la réalisation de ces ouvrages. Et ça, c'est plus difficile, c'est bien sûr notre affaire, à nous, opérateurs de réseau, de convaincre nos concitoyens que ces réseaux sont nécessaires. C'est à nous aussi de trouver des solutions innovantes, de faire sans doute plus de souterrain, même s'ils coûtent plus cher, de réutiliser les couloirs de ligne qui existent, parce qu'ils font partie du paysage, donc c'est plus facile éventuellement de remplacer une ligne existante par une ligne éventuellement un peu plus armée, surtout si on trouve des pylônes un peu plus esthétiques que peut-être les pylônes Tour Eiffel. De faire du HVDC haute tension, courant continu. C'est ce qui se passe en Transpyrénéenne. Puisque finalement, la solution technique qui a été adoptée, c'est de traverser les Pyrénées par un câble souterrain en courant continu entre la banlieue de Perpignan et puis les environs de Gérone. Simplement, c'est une solution qui est techniquement réalisable, puisqu'on est en train de le faire. Mais il faut savoir que ces 70 km de lignes coûteront, partagés d'ailleurs entre les deux réseaux, environ 700 millions d'euros, là où une ligne aérienne, disons de bonne qualité, en aurait coûté 80. Donc on a un coefficient 9. Oui, mais enfin la ligne aérienne, ça fait 30 ans qu'on essayait de la faire passer. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes résolus, nos collègues espagnols et nous, à dire ou bien on fait une ligne souterraine ou on ne fait rien. Siemens est en train de la construire, on compte sur eux pour que ce soit inauguré rapidement. Fournisseur de qualité. Voilà, et il y a Andreas Görgen qui sera dans la table ronde suivante. Une toute dernière question, je m'adresse cette fois-ci au VP de VLPGO, alors traduisez vice-président des Very Large Power Grid Operator. Est-ce que cette position de la France lui donne une place de choix pour éventuellement devenir un coordinateur réseau? Alors je mets des gros guillemets autour du terme. Hein. Coordinateur réseau européen, est-ce que ça devient nécessaire là maintenant? Oui, non, vous n'avez pas à être si prudent que ça. Je pense que l'Europe de l'électricité, d'abord, on n'a pas à rougir. Hein. Je ne sais pas, j'avais des transparents, mais je ne sais pas si on les montrera. Ils sont prêts. Ils sont affichés. Ça y est, 20 secondes, ils sont là. Souvent, effectivement, on a tendance à se couvrir la tête de cendre, à dire il n'y a pas de politique énergétique européenne. Regardez, les Allemands n'ont pas fait les mêmes choix que les Français. Et puis, pour moi, c'est un sujet important qui passionne beaucoup. Mais en matière d'électricité, une fois que les électrons sont fabriqués, ils n'ont plus d'odeur, de saveur, de couleur. Et il faut les acheminer, et c'est un vecteur, je crois que ça a été dit à la table ronde précédente, particulièrement utile parce qu'il peut utiliser toutes les sources d'énergie primaire. Alors certains en préfèrent certaines plutôt que d'autres. Mais une fois que ce choix est fait, ce qui compte, c'est d'assurer effectivement
un bon fonctionnement de ce marché. Alors ça a été dit aussi, je l'ai entendu, il y a aujourd'hui des préoccupations sur les prix de gros, le rôle prêté ou non. Je suis de ceux effectivement qui pensent que l'énergie éolienne n'est pas responsable de cela. Ce qui est plutôt la cause, c'est de vouloir juxtaposer un marché régulé avec des obligations d'achat, des prix administrés, et aussi à d'autres moments de vouloir se recommander d'un marché libre. Bon, et donc quand on cherche à faire embrayer les deux, il y a parfois des problèmes. Mais la réalisation du couplage de marché, c'est-à-dire c'est donner la possibilité à un producteur, par exemple d'énergie éolienne dans l'Allemagne du Nord, de vendre à un acteur en France ou en Ibérie, ben c'est en train de se faire. Alors, c'est ce qu'on appelle le couplage des marchés. C'est en fait la possibilité justement de mettre en commun à un moment donné les offres et les demandes. Donc ça a commencé par les pays scandinaves, hein, donc qui ont une grande ancienneté, c'est ce qu'on a appelé d'ailleurs Nord Pool. Ensuite, il y a eu l'ensemble France et Benelux, c'est ce qu'on appelait le couplage trilatéral, qui s'est fait au début des années 2010. Ensuite, bon, il y a le couplage de la péninsule ibérique, le Portugal et l'Espagne. Alors, il y a des petites subtilités, mais n'y prêtez peut-être pas trop d'attention, parce qu'il y a des couplages décentralisés, ou il y a des couplages décentralisés, mais en fait, dans l'esprit, c'est la même chose. L'Allemagne, qui a rejoint ce couplage en 2011, et puis, effectivement, l'idée maintenant d'aller plus loin dans... Bon, si vous regardez la progression de ces tâches, avec d'ailleurs d'autres pays qui sont candidats à cela, hein, en particulier il y a un pays important, même s'il n'est pas membre de l'Union européenne, mais c'est une plaque tournante, c'est la Suisse, qui finira bien par y rentrer, même si elle n'est pas membre de l'Union européenne. Et vous voyez quand même que cette tâche qui progresse montre que l'Europe de l'électricité, elle progresse aussi. Et ça veut dire qu'il y a sans doute, c'est un argument de plus aussi pour rechercher l'harmonisation des règles. Et puisqu'on parle aujourd'hui des énergies renouvelables, vous savez que dans les dispositions de la dernière directive européenne, il y a l'obligation qui est faite aux opérateurs de réseau de proposer des règles communes, par exemple pour le raccordement des énergies, des producteurs en général et des énergies renouvelables en particulier. Qui veut dire qu'un investisseur, qu'il aille au Danemark, au Portugal, en France ou en Autriche, devra être confronté aux mêmes dispositions. Ce qui est quand même un élément, de mon point de vue, important et qui nous permet, je ne dis pas d'avoir la tête haute, parce qu'on a toujours des progrès à faire, mais de considérer qu'on n'a pas à rougir sur ce qui a pu être fait en matière de construction de l'Europe de l'électricité. Il y a encore des progrès à faire, mais on a déjà un marché, ce qui est même d'une certaine manière plus avancé que le marché américain, où vous savez que la réglementation par État est très différenciée. Et justement, si vous êtes un producteur d'énergie éolienne, vous n'aurez pas les mêmes règles selon que vous alliez au Dakota, au Texas ou au Massachusetts. Il va falloir modifier un peu votre carte là, en rajoutant Gibraltar, déjà 2 fois 700, bientôt 3 fois 700, et puis avec le grid, là, le mètre grid qui va arriver en dessous. Là, quand on parle de couplage, c'est les règles de marché, c'est le couplage physique, c'est-à-dire l'existence d'interconnexions. Il existe déjà, il est beaucoup plus étendu, puisque l'ensemble des pays de l'Union européenne sont interconnectés. Alors à l'exception notable quand même des pays baltes qui, pour des raisons historiques qui n'échapperont à personne, sont interconnectés à la Russie. Pas les mêmes niveaux de tension? En 700 000 volts. La langue de travail à Vilnius étant le russe. Merci pour toutes ces précisions, Dominique Maillard. Question de la salle sur le raccordement. On pourrait presque avoir une demi-journée entière sur ces sujets. Non, oui, non, c'est précis. De toute façon, vous les aurez à votre disposition pendant le cocktail tout à l'heure si vous avez d'autres questions à leur poser. Jean-Baptiste Séjourné, ça vous rend confiant là? Vous représentez tous les développeurs de projets éoliens à cette table ronde. Est-ce que ça vous rassure de voir tout ça? Non, je pense que l'échange qui vient d'avoir lieu, notamment au niveau de RDF, la mise en place de la quote-part, la pédagogie qui est à faire autour de ça, nécessite que entre le CER et notamment l'éolien, les équipes éoliennes et ERDF,
on travaille activement sur les pistes qui ont été identifiées. Je crois qu'il y a aujourd'hui à la fois une perception de complexité et une méconnaissance de la situation de départ qui a été prise en compte dans un certain nombre de régions. Donc il y a de l'incompréhension. Donc je crois qu'à partir du moment où on est motivé pour lever les incompréhensions, les obstacles, faire redémarrer le développement de l'éolien terrestre en France, on devra aussi progresser dans les prochains mois ensemble sur les questions liées au raccordement. Et pour 95%, on se tournera vers ERDF. Je vous souhaite de bonnes séances de travail dans les jours à venir, la prochaine étant dès le 4 octobre. Merci messieurs d'avoir participé à ce petit regard croisé entre les deux grandes tables rondes.